Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Je vous le rappelle que Zigzag Café, toute cette semaine, est consacré à Bernard Thomas, qui est journaliste au Canard enchaîné, qui est écrivain, qui est en compagnie de sa femme sur le plateau. Mais naturellement, vous le comprendrez bien, en fonction des circonstances, nous avons modifié le contenu de cette émission qui doit vous emmener en Bretagne et en mer, mais ce sera pour tout à l'heure, puisque nous allons revenir naturellement sur l'accident qui s'est produit cette nuit sur la côte est du Canada, l'avion Swissair SR-111 qui s'est abîmé, qui partait de New York pour Genève à Zurich, qui s'est abîmé en mer et coûtant la vie à 229 passagers. Alors avec nous, Antonio Andreoli, il est professeur de psychiatrie au département de psychiatrie, il est surtout responsable de l'unité d'urgence de psychiatrie à l'hôpital de Genève. Ce que l'on va faire pour l'instant, si vous voulez bien, on va vous proposer, si vous avez des questions à poser, de téléphoner au 708 99 00. Naturellement, M. Andreoli ne pourra pas répondre aux questions qui sont liées à la technique, ni probablement aux circonstances de l'accident, mais ce que nous aimerions évoquer ensemble, c'est le traumatisme de ces dizaines de familles qui se trouvent actuellement à Genève et à Zurich, qui attendaient un proche et qui se trouvent dans la douleur, dans l'effroi et dans une stupéfaction innommable. Alors, il y a une première question que j'aimerais vous poser, M. Andreoli, parce que vous, ce matin, quand vous avez appris l'accident du SR-111, ça vous a touché particulièrement parce que vous êtes une des personnes qui prend le SR-111 Swissair du mercredi New York-Genève assez régulièrement. Pourquoi ? Assez souvent. Parce que le mercredi soir, le vol est moins rempli que d'habitude. Et donc, vous pouvez dormir en revenant. Oui. Donc, évidemment, j'étais très touché parce que je me suis identifié. À Halifax, c'est le moment où on mange le soir, c'est le moment du souper, et puis on s'endort. Bien sûr. Vous n'avez pas idée du genre de passagers qu'il y avait à bord quand vous le prenez le mercredi, le SR-111 ? Je trouve que souvent, ce sont des personnes qui voyagent pour affaires ou pour études. Ou bien des milieux internationaux à Genève ou des Suisses romands. Je ne serais pas étonné qu'il y ait plusieurs personnes de ce type sur cet avion. Voilà. Alors, lorsque vous êtes responsable d'une unité d'urgence à l'hôpital psychiatrique de Genève, il est clair que depuis ce matin, vous êtes en alerte. Nous le sommes depuis 7 heures et à 7 heures ce matin, on a décidé de déclencher le plan catastrophe psychiatrique de l'hôpital psychiatrique, mais il y a un dispositif plus large à Genève qui a été mis en place déjà depuis longtemps sous la coordination du médecin cantonal et qui implique à la fois le service psychologique de la police, qui a une cellule de crise, qui se trouve en ce moment à l'aéroport de Genève, et aussi la protection civile qui a formé un certain nombre de praticiens de la ville, médecins et psychologues, psychiatres et psychologues, qui sont aussi présents, et aussi notre unité qui s'occupe davantage en première ligne de l'évaluation générale des besoins psychiatriques. Qui sont, alors, est-ce que vous avez été alerté ce matin ? Vous avez déjà eu des téléphones ? Comment les choses se sont-elles passées ? J'étais alerté vers 7 heures, et puis comme une avalanche, le nombre de téléphones a augmenté au cours de la matinée à mesure où cette catastrophe avait des retombées qui étaient directement sur les familles impliquées, mais aussi sur les collaborateurs, les institutions qui travaillaient une série de personnes. Qu'est-ce que les gens vous demandent au téléphone ? Quels sont les types d'urgences auxquelles vous avez dû répondre ? La première urgence, c'est celle des familles qui sont en état de détresse. Parce qu'un traumatisme psychique est quelque chose qui vous prive de vos moyens. Vous ne pouvez plus penser, vous ne pouvez plus avoir des sentiments, vous ne pouvez plus être en relation avec les autres. Donc il y a une demande qui s'impose parce que l'institution dans laquelle ces personnes se trouvent entre automatiquement en crise. Dans ce cas, l'aéroport et toute une série de services qui se trouvent à gérer ces problèmes aigus, mais en cascade aussi d'autres institutions médicales, parce qu'il y a un afflux de personnes anxieuses, en état de détresse, ou aussi des milieux de travail dans lesquels de nombreux personnages importants, et qui étaient aussi des points de référence pour les autres, peuvent avoir soudainement disparu, laissant un vide. Alors les gens qui, au cours de la journée, pourraient rejoindre votre service d'urgence, c'est naturellement des gens qui seraient en crise profonde ? Plutôt ceux-là, ceux qui viendraient à l'hôpital. Nous avons identifié au fond trois paliers d'intervention. Il y a une intervention pour tout le monde, parce que toutes les personnes directement concernées par ce deuil et par ce traumatisme nécessitent de l'aide. Puis il y a un deuxième palier qui est celui des personnes plus vulnérables, les enfants ou des personnes qui déjà souffrent de troubles mentaux et chez lesquels donc l'effet du traumatisme peut être amplifié. Et puis d'autres personnes, et pour cela l'intervention va se faire au cours des jours à venir, qui, une fois dépassé la réaction aiguë, développeront
désaffection spécifique que nous connaissons assez bien aujourd'hui, qui s'appelle un rapport au stress. Voilà. Alors si quelqu'un, une famille, un proche perd je ne sais pas, la mère ou un enfant dans un accident comme ça, qu'est-ce qui peut se passer dans les premiers jours? Dans les premiers jours, la réaction la plus fréquente est celle d'une idéation obsédante. C'est-à-dire, il ne peut plus penser à rien d'autre qu'à cette personne disparue, essayant par ce travail de penser, de voir comme il serait possible qu'il n'ait pas disparu. Mais alors leur sommeil va être très rapidement perturbé parce qu'ils vont être réveillés par des cauchemars. Donc ils ne peuvent plus dormir, ils ne peuvent plus travailler normalement, ils sont dans un état d'anxiété. Et ça peut durer combien de temps? Normalement, cette réaction, qui est une complication de la réaction normale que nous avons dans toute situation traumatique, dure quelques jours. Mais dans un moindre nombre de cas, elle peut durer plus qu'un mois. Et à ce moment-là, on parle d'état de stress post-traumatique, une maladie qui nous est bien connue depuis la guerre du Vietnam, parce qu'à ce moment-là, les psychiatres militaires ont rencontré toute une série de personnes qui étaient exposées au traumatisme du combat et qui avaient développé Alors là, naturellement, nous parlons de cet accident d'avion qui s'est produit ce matin, à propos duquel, d'ailleurs, il y aura peut-être un flash tout à l'heure de la rédaction du journal télévisé, mais des traumatismes de ce genre, on peut en vivre lorsque se produit un accident de voiture, lorsqu'on craint qu'un proche va mourir et peut-être survit. C'était ce que vous nous racontiez hier, Bernard Thomas. Vous nous avez raconté l'histoire de votre fils qui, se rendant avec son frère à la gare, tombe sous le train, il perd un bras et une jambe, et puis il nous a fait la démonstration extraordinaire de sa volonté d'en sortir, et il s'en est sorti. Mais vous, j'aimerais que par rapport au sujet de conversation que nous avons maintenant, c'est-à-dire le traumatisme, le moment où l'on apprend que son fils est peut-être mort, qu'il est en train de mourir, ou que vous vous souvenez de cette période et comment est-ce que vous avez eu l'aide que vous espériez à ce moment-là? Je dirais que je rejoins tout à fait, bien entendu, ce que dit le professeur. On a le souffle coupé. En somme, quand on apprend... Dans mon cas, Yann, mon fils, était donné pour décéder. Ce que vos confrères appellent le pronostic de survie était 0. C'est très simple, il n'y avait pas de pronostic de survie. Donc on nous le donnait pour déjà décédé, dans un état inconnu entre la vie et la mort. Bon, on se raccroche à ce qu'on peut, mais enfin le langage médical était bien clair. Et en somme, ce petit souffle d'enfant était coupé. Et chez les parents, chez les proches, c'est la même chose qui se produit. On n'a plus de souffle, on est à bout de souffle, on est coupé, on ne peut plus respirer. Et je crois que je sais même que les petites manifestations de vie qui peuvent exister, je le dis comme ça, c'est de se toucher. De se toucher parce qu'on est touché intérieurement et on se raccroche à des petits contacts comme ça, entre de gens très proches, de s'effleurer même. Ça va pas beaucoup plus loin, mais de se dire tu es là, je suis là, bon, on va attendre, puis on va voir, puis on va tenir le coup. Est-ce que vous avez eu un encadrement? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, quelqu'un qui est venu vous parler extérieur ou c'est resté dans la famille? Non, vous savez, les hôpitaux parisiens sont un peu abstraits, sont un peu bourrus, quoi, disons, dans leur fréquentation, dans la fréquentation qu'on peut avoir d'eux. Non, il y a quelque chose qui nous a beaucoup touchés, c'est qu'on nous a offert une tasse de café. Je dis ça sans amertume ni dérision du tout. On s'est rendu compte que c'était vraiment très grave pour qu'on nous offre une tasse de café. Là, il devait y avoir quelque chose d'épouvantable, mais ça nous a fait plaisir en même temps, cette tasse de café. On l'a bien prise, c'était vraiment quelque chose d'important, c'était affectueux. Bon, là, vous serez obligé d'aller cet après-midi dans différents milieux dont on sait déjà qu'ils sont touchés. On ne peut pas encore donner plus de détails parce qu'on ne les a pas, mais on sait que cela existe. Qu'est-ce que vous leur recommanderez? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque un proche est touché de cette manière? Comment est-ce qu'il faut lui parler? Comment il faut se comporter? Quelle est la bonne façon d'agir? C'est difficile de donner des conseils. Les psys donnent tout le temps des conseils, mais je vais essayer quand même de vous dire ce que je ferai moi. Je pense que les personnes, comme je vous disais, ne peuvent plus être en relation avec les autres parce qu'ils sont quelque part sidérés par ce qui se passe. Donc, il faut avoir une attitude. La tasse de café, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que soudain, vous pouviez parler avec quelqu'un. Il y avait un petit geste qui était... Et c'était un art. Oui. Tout un art, même. Pas trop, faut pas aller trop loin. C'est terrible, plutôt parisien, peut-être. Parce qu'il y a les gaffeurs. Oui.
Alors ça, c'est épouvantable, c'est pire que tous les gens qui croient faire du bien en disant « Ah, mon pauvre vieux », etc. Donc, je crois que le silence est un grand contact. Une petite touche vaut mieux que... Parce qu'il y a une pudeur, une retenue qui est aussi nécessaire devant la douleur des autres. Donc ça, il faut faire attention, ne pas trop s'avancer en même temps. Et c'est difficile de trouver cette distance. La deuxième chose, il faut aider les gens à penser ce qui leur arrive, parce qu'ils ne peuvent plus penser. Et je crois qu'il faut les aider à structurer, à se retrouver. On a vu tous, je crois, toute une série de films américains magnifiques avec le soldat qui a été choqué au combat et qui les regards errent et qu'il faut remettre sur les rails. Et ça veut dire qu'il faut reparler de ce qui s'est produit, Voilà. il faut changer de sujet de conversation. Il faut quand même pouvoir en parler et pouvoir le restituer, et pouvoir le structurer, pouvoir le représenter, parce qu'il y a des distorsions Bien sûr. aussi qui se fabriquent à ce moment-là. Et puis, c'est des gens qui n'ont plus de sentiments. Parce qu'avoir des sentiments, ça veut dire avoir quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Les sentiments, c'est un changement, c'est pas quelque chose de fixe. Et tout c'est sidéré là aussi. Donc, il faut les aider à exprimer ce qu'ils sentent. Rien n'est plus terrible que d'être profondément affligé et de ne pas pouvoir pleurer. Mais même, vous savez, d'un point de vue somatique, biologique, vous partez, tous vos indices, la tension artérielle, etc., sont Bernard modifiés Thomas, à vous vous cause souvenez de de ça? C'est-à-dire qu'à un moment, on voudrait l'exprimer même par des larmes, on n'y arrive pas. Ah oui, ça, tout à fait, on est bloqué, on est sidéré, comme vous dites si bellement et techniquement, on n'existe plus et la douleur ne peut pas s'exprimer. D'abord parce qu'il y a une urgence extérieure, puis ensuite parce qu'on est bloqué, on est recroquevillé sur soi-même, fermé, clôturé, muré ailleurs. On ne peut plus sortir du blocos qui vient d'arriver. Et puis on ne comprend pas. C'est inadmissible. À quel moment, vous allez voir votre fils revenir à la vie? Alors la réponse est simple, mais à quel moment on a fait le deuil? Quel moment on se dit, bon ben voilà, maintenant je suis au bout? C'est quand vous avez de nouveau une histoire, je dirais, parce que l'autre aspect important du traumatisme, c'est qu'il coupe et il brise votre histoire. Vous n'avez plus d'histoire, vous n'avez plus de temps, parce que le temps n'est pas seulement le temps de montre, le temps est un temps intérieur, n'est-ce pas, de votre devenir intérieur. Et votre temps s'arrête. Et il n'y a plus que l'événement présent, n'est-ce pas? Il n'y a pas que il y a des poètes qui ont décrit ça d'une façon sur lequel on bute extraordinaire. constamment. On bute constamment, on n'arrive pas à... Alors ça, c'est le deuxième temps, je crois, de l'intervention. Il faut aider cette histoire à se remettre en mouvement. Il y a des peuples qui sont traumatisés, des peuples qui n'ont plus d'histoire, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a plus cette espèce de devenir naturel intérieur à cause du traumatisme qu'ils ont subi. Après les guerres, c'est comme ça. Les gens ne pensent qu'à la guerre. Mais par exemple, cet après-midi, certainement, vous allez rencontrer des gens qui sont touchés. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Je pense que j'essaie de leur parler, de trouver une distance. Je vais essayer de les aider à dire ce qui les préoccupe et ce qui leur fait mal. Je crois que je vais essayer de créer un peu d'espace pour qu'un certain sentiment de tristesse se manifeste. Souvent, vous savez, ce qui est très important, c'est la culpabilité aussi. Dans mon expérience personnelle, les cas qui se compliquent... J'aurais dû lui dire de prendre l'autre avion, ou j'aurais dû peut-être le passer de rentrer plus tôt. On n'aurait pas dû avoir cette dispute violente hier soir. Et parfois, c'est une culpabilité. Permettez-moi de le dire, je suis quand même aussi psychanalyste inconsciente. À savoir qu'il y a quelque chose dans la situation qui renvoie à un élément de culpabilité qui n'est pas perçu par le Bernard sujet. Thomas, c'est ce lien à la culpabilité. J'aurais dû lui parler plus gentiment à mon fils avant l'accident. Heureusement, on a pu en parler en famille, entre nous, donc ça a pu s'exprimer tout de suite, ça a pu sortir, mais c'est vrai, pourquoi je lui ai laissé prendre ce métro-là plutôt qu'un autre? Pourquoi ce n'est pas moi qui l'ai emmené en voiture, mon gosse, au lieu de le laisser prendre le train? Pourquoi, etc. Bon, et puis pourquoi? Je veux dire qu'on a vite fait le tour, en une heure ou deux, on avait heureusement mis ça déjà à plat, c'était déjà un grand pas de fait en avant, on avait trié ces lentilles-là, en tout cas. Moi, je vous propose, Alex, que l'on voit une séquence parce qu'il y a le lien entre l'appareil et la mer. Et puis, c'est se rappeler que la mer, c'est justement là où meurent beaucoup d'hommes. On évoquait Éric Tabarly tout à l'heure et d'autres personnes. La mer ne rend pas toujours ceux qui l'empruntent. Et c'est un beau témoignage sur lequel j'aimerais aussi que vous réagissiez. Alex. Oui, c'est un reportage réalisé il y a quelques années déjà à l'île de Sein par notre
camarade Gazu. Et c'est beau parce que c'est très important le fait que, et on peut peut-être parler de ça avant même de voir ce reportage, c'est que depuis de toute éternité en Bretagne et dans les pays de mer, non seulement il y a des gens qui meurent en mer, mais il y a des gens que la mer ne rend pas. Et le deuil n'est pas le même. Or, on est dans cette situation-là en ce qui concerne vraisemblablement un certain nombre des gens qui sont morts ce matin au large du Nouveau-Brunswick. Et pour ça, eh bien, quand les sociétés sont plus habituées que nous à ce type de situation, elles créent des rituels. Alors, il y a par exemple celui d'une île qui est toute proche de l'île de Saint, qui est en face de chez vous, Bernard, qui est l'île d'Ouessant, où il y a la Proëlla. Et la Proëlla, c'est tout bête. Quand on apprend qu'un bateau n'est pas revenu, eh bien, on fabrique avec de l'argile une espèce de statuette censée représenter le disparu. Pas le mort encore, le disparu. Et cette statuette, avec la famille et avec le curé, on va la déposer dans une espèce de petite niche à l'intérieur de l'église. C'est provisoire. Et puis, dans l'année, il va y avoir peut-être un certain nombre d'autres disparus. Et à une date bien précise de l'année, qui est en mai, juin, en compagnie du curé, en compagnie des multiples familles touchées, on va les prendre, ces statuettes d'argile, et là seulement, on va les faire mourir définitivement, c'est-à-dire les amener à l'intérieur du cimetière. C'est un rituel, et je pense qu'il est important parce qu'il y a des gens qui continueront à penser, plus ou moins sans le savoir, que l'être cher n'est pas vraiment mort. Alors je vous propose qu'on voit la séquence et ensuite on va vous demander votre réaction à propos de la disparition. Les récifs parmi les plus dangereux au monde. Les dictons sont ici évocateurs. Qui voit Saint, voit sa fin. Entre l'île et la pointe du Raz, c'est le cimetière des hommes. On est entouré, hein. On a tout vent et mer tout autour de nous. Alors, vous savez, il y a beaucoup de naufrages. Comme je vous parle de Philippe José, là, il est échoué là à côté de l'île, là. Perdu 4 bonhommes là. Ah. Ah oui, c'est comme ça. J'ai jamais d'enfant. Jamais. C'est dommage, puisque j'aime les enfants, j'aimais les enfants, mais j'ai pas eu de chance. Et avec ça, après, j'ai perdu mon mari 3 ans, donc il y a 3 ans. Je suis seule. Il est parti faire une partie de pêche en mer avec son beau-frère et puis son neveu. Et avec la brume, ils ont été trompés. Ils sont partis s'échouer sur un rocher. Triste, triste pour lui. À 61 ans, il est péri en mer. Mais son corps, il a été retrouvé alors. Donc vous le voyez là, sur le buste, c'est sa photo là. Enfin, sans doute c'était tourné comme ça, hein, puisque c'est arrivé comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça c'est dur, hein. Oh oui, périr en mer, c'est quelque chose, hein. Oui, il faut. Puisqu'on se croit quoi, que pourquoi il est parti en mer, vu il était en retraite, il n'avait pas besoin d'aller, mais ça s'était arrivé comme ça. Alors, on ne peut pas l'oublier, quoi. Ça a été dur. Mais on n'est pas la seule, malheureusement, pour nous, puisque... Il y a beaucoup de femmes oui. qui se trouvent dans votre cas? Oh oui, monsieur. Oui. Elle exprime très bien. Avec une simplicité complète, ça a été tourné comme ça. Voilà, c'est le destin. Les mots, la présence de la mort à l'île de Saint et à l'île d'Ouessant est en pleine symbiose avec la vie. C'est absolument inséparable. La mort est là autour, mais elle vit tranquillement. Il n'y a pas de...
il n'y a pas de... Ça va même à un point, il y a quelques années, il y a très peu d'années, quelqu'un que nous connaissons bien, me fait mémoire, venait de perdre sa maman. Alors, il allait faire une saison de pêche sur le continent en Normandie, et alors, il venait d'enterrer sa mère. Mais il n'y a pas de... faut savoir aussi qu'il n'y a pas de... comment vous appelez ça, de cercueil à l'île de Sein, parce qu'il n'y a pas de bois, tout simplement. Donc on fait le croque-mort soi-même, on enterre les corps de ses proches. Et alors avant de partir sur son bateau, il a mis sa femme, les enfants à bord, puis il est allé déterrer maman, il l'a mise dans un sac en plastique, puis il l'a embarqué à bord du bateau, il l'a mis dans le frigidaire du bateau, puis il est parti pour le continent, pour la France, quoi, pour lui. Et puis quand il est arrivé, il a redébarqué sa femme, les enfants, il y avait une voiture de location qui l'attendait, tout ça se passe dans un monde civilisé, il y a moins de 10 ans à peu près, et puis à la fin, quand tout le monde était bien casé, il a pris sa mère, et puis il est allé bien tranquillement au cimetière, et puis il a entrepris de creuser un trou. C'est là qu'on l'a arrêté, bien entendu. Sur le continent, ça se passe pas comme sur les îles, si vous voulez. Et puis là, les gendarmes ont alerté le préfet qui s'est renseigné. Mais c'est un fou, c'est un détrousseur de cadavres, qui sait ce type-là. Et le maire de l'île de Sein dit, mais pas du tout, je le connais très bien, c'est un homme parfaitement équilibré, mais il pouvait pas quitter sa mère comme ça. Voilà, le rituel, la présence, la force de la relation entre la mort et la vie n'est pas la même que sur le continent. Là, dans le témoignage de cette femme, elle dit à un moment, le corps a été retrouvé. Et on se rend compte à quel point c'est important que le corps soit retrouvé, qu'il n'y ait pas de disparition, comme l'évoquait tout à l'heure Alex. À votre avis? Je crois que vous avez mis vraiment le point sur ce qu'il y a de plus horrible, de plus difficile à vivre dans la catastrophe qui s'est passée, qui est la disparition complète de la personne aimée. Donc il n'y a pas de dépouille. La dépouille est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'à la fois ce qui marque vraiment la disparition, parce que ce n'est plus le corps de la personne qu'on aimait, on peut le constater, ce n'est plus lui. Je crois qu'il y a une non-reconnaissance, mais c'est aussi le matériau à partir duquel on construit notre représentation du mort. Le mort est une invention, je crois, purement humaine. Et donc, cette prothèse, cette aide qui consiste à se donner un objet. Une figurine, oui. Quelque chose à partir duquel ce travail de mise en représentation, de récréation de la personne disparue sous la forme de ce mort qui va devenir notre mort est quelque chose d'excessivement important. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourra offrir? Parce que là, évidemment, toute une culture a créé les moyens, au cours des siècles, de faire face à ce qui est finalement un événement relativement commun, je suppose, dans ces villages de pêcheurs, alors que nous avons inventé il y a combien d'années les jets? Le premier jet, c'était les années 60, peut-être le premier vol transatlantique il y a 70 ans, mais nous n'avons pas de rite collectif qui nous aide. Alors bon, on invente nos pauvres moyens d'intervention des crises, etc., mais qui viennent effectivement pallier. Mais à vous entendre, il y a une chose qui me frappe beaucoup, et je crois que c'est honorable. Vous pourriez asséner des règles en disant, dans telle circonstance, il faut faire ça. Je suis confronté à ce deuil, je dois faire ça. Et on sent que le psychiatre chez vous s'efface un peu en disant, je pense qu'il faut faire ça, mais ça laisse entendre quand même que d'autres gens que le psychiatre peuvent intervenir et probablement avoir une aide ou apporter un regard ou un geste d'une extrême importance. Mais certainement, surtout à ce premier niveau qui est celui de l'aide, de la prévention, de l'aide pour tout le monde. Je pense que beaucoup d'autres ont un mot à dire. D'ailleurs, en vous écoutant, tout à l'heure, je me disais, je fais un métier formidable parce que je rencontre tout le temps de non-psychiatres qui en savent plus que moi. Mais je crois que c'est une vacherie, ça. Il y a aussi et peut-être, vous parliez de la culpabilité tout à l'heure, et je pense que les proches, et pas seulement les proches, se disent, mais qu'ont bien pu ressentir ceux qui se trouvaient dans l'avion? On a appris ce matin qu'en gros, il y avait peut-être 10 minutes ou un quart d'heure qui se sont passés entre le début des événements et la mort ou la disparition. Et pour l'avoir vécu à 2 ou 3 reprises, et heureusement je suis là, mais je veux dire de très près,
Je dirais qu'il y a en effet ce dont vous parliez tout à l'heure, Bernard, c'est-à-dire cette volonté farouche de contact. Alors le premier contact, c'est la personne qui est le plus proche. On la connaît pas, ça fait peut-être des heures qu'on vole avec elle, on n'a même pas osé lui parler, et tout à coup on se tient la main. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est une tentative de contact avec les autres, avec les gens qu'on aime et qui sont à terre et qui vont survivre. On n'a pas peur de mourir. Mais on se dit, comment faire passer le message? Alors il y a ceux qui ont la foi et qui disent, de toute façon, le message passera par l'au-delà. Il y a ceux qui l'ont moins ou en tout cas qui ont des doutes. Et là, on ne sait pas très bien comment faire. Et à 2 reprises sur 3, parce que justement il y avait un peu de temps, j'ai vu des gens chercher à écrire sur des bouts de papier, à écrire sur la tablette de l'avion, pas la carlingue, mais la tablette qui est devant, avec ce que ça a de dérisoire, parce que vraisemblablement, si au bout du compte ça explose, rien ne restera. Mais tenter de laisser un message, et peut-être en retrouvera-t-on quelques-uns en mer. Je faisais allusion à la carlingue parce que lors d'un crash d'aviation, des passagers japonais ont pu écrire près de la fenêtre et ces messages ont été retrouvés qui s'adressaient dans un relatif calme, si j'ose dire, c'est un peu indécent de le dire comme ça, mais qui s'adressaient à leur famille. Sérénité, je peux vous dire. Comment vous interprétez ça? Mais qu'est-ce que c'est la peur de la mort, finalement? C'est la peur d'une totale solitude. Nous imaginons la mort, mais la mort, on ne l'imagine pas. La mort, ça veut dire que nous sommes coupés à jamais de toutes les personnes qu'on aime. C'est ça, la peur de la mort. Et sans possibilité de retour en arrière. Donc, l'unique chose qui peut soulager un être humain vraiment mis en face de la mort, je suppose, c'est l'idée que ces liens les plus chers ne vont pas être coupés d'une façon définitive. Et finalement, pouvoir écrire un petit mot ou quelque chose, c'est tout à coup un espoir qu'au-delà, la relation va quand même continuer. Et dans le cas évoqué par Alex, où malheureusement, ça n'est pas le cas dans le SR-111, puisqu'il n'y a, selon toutes les informations, pas de survivants, mais si l'on survit à une période de 15 minutes au cours de laquelle on est convaincu qu'on va mourir, que tout est terminé, comment est-ce qu'on s'en sort ensuite? Quels sont les problèmes que cela engendre? Je ne sais pas, il m'est difficile un peu de vous répondre. Je suppose qu'après coup, on va devenir très anxieux. Non, je vous dis, vraiment, pardon de me mettre un peu en avant. Non, c'est pas cette impression, mais simplement ce moment-là, même s'il est bref, permet vraiment de faire le point. C'est doute meilleur qu'une analyse psy d'un an, pardon, d'être de nouveau rien concurrent. Mais surtout, c'est le moment où on sait avec certitude et clairvoyance ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc c'est de cela qu'on va se souvenir. On se dit, et puis il y a Assin, un homme comme ça qui est mort en mer. C'est un Allemand qui est tombé d'un bateau d'un Breton qui était donné pour mort et il était là comme touriste, comme visiteur, jeune gars. Et ils l'ont ramené non pas dans les filets, ils l'ont ramené par des lignes de pêche. Ils l'ont ramené à bord et lui c'était dans sa tête donné mort. Et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est jamais reparti pour l'Allemagne. Il s'est installé à Saint parce qu'il considérait qu'il venait de naître là. Et d'une certaine manière... C'est devenu la fête nationale de l'île. Le jour de sa survie, il a été adopté par l'île et le 15 août, tous les 15 août, il y a une espèce de fête nationale à l'île de Saint qui est la fête de Ulrich, je crois qu'il s'appelle. On fête la deuxième naissance d'Ulrich. Donc c'est l'impression d'être né une nouvelle fois. Alex, vous nous proposez une deuxième séquence? Ben oui, c'est dans la même veine, si vous me passez l'expression, c'est que il y a ceux qui disparaissent, puis il y a ceux qui restent. Et en mer et à Saint en particulier, ce sont généralement les femmes, on l'a vu tout à l'heure. Et puis il y a à Saint un jeune homme, enfin il est plus très jeune, mais qui est un poète et un chanteur, il s'appelle Louis Capard, et qui a écrit une chanson qui s'appelle Marie, Jeanne, Gabrielle, c'est-à-dire des prénoms de femmes qui restent face aux marins disparus. Écoutez. Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battu par tous les vents au ras de l'océan, mon pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. Raconte-nous l'enfant que tu étais, courant du sable fin aux galets. Parle-nous de ces jeunes gens sautant les feux de la Saint-Jean. On pouvait croire au paradis en ce pays. Chante-nous, si tu t'en souviens, pour passer le raz de Saint, le cantique à Sainte Marie, qu'on ne chante qu'ici.
Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battu par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravée dans la mémoire des femmes qui attendent les marins, île de Saint. La peine et l'ennui de l'automne à l'été, on ne vit qu'au rythme des marées. De la naissance au grand sommeil règne le flambeau de la vieille. On mêle la cannelle au parfum des chandelles. On dira pour embarrasser la mort, joie au trépassé, car sur cette terre fidèle, les âmes vont au ciel. Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravée dans la mémoire des femmes qui attendent les marins, île de Saint. Quand le jour s'achève au-dessus de la grève, sur la pierre écorchée de l'île, on croit voir au fond de la brume comme des feux qu'on allume, ou la barque ensorcelée qui apparaît menaçant. Elle vient jeter la peur sur les naufragés. Le noir habille la vie des femmes du pays. Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Il garde son histoire au plus profond des mémoires, et l'on dit à Paris qu'il est beau le pays des marins, île de Saint. C'est génial. Voilà, on se retrouve dans cette émission qui, naturellement, a pris une coloration, si j'ose dire, différente, un climat différent en fonction des événements. Je vous le rappelle, la disparition de cet avion SR-111 au large des côtes est du Canada, l'avion qui assurait la liaison New York, Genève, Zurich. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres informations que celles que vous avez pu entendre dans la matinée lors du journal télévisé de midi, à savoir que 229 personnes ont péri dans cette catastrophe. S'il y avait d'autres informations, certes, le téléjournal interviendrait dans les minutes qui vont suivre. Je rappelle aussi que vous pouvez téléphoner pour les familles. C'est le numéro à Genève 022 717 83 00 pour les familles ou les proches uniquement. Et pour des renseignements plus généraux, c'est le numéro 01 803 17 17. Voilà, on revient à ce parcours, cette mer, la disparition, parce qu'on y est. Et parfois, ce ne sont pas seulement les hommes qui disparaissent, mais ce sont les villes. Oui, alors, pratiquement en face du lieu où habitent Bernard et Aude, il y a le Raz-de-Saint, c'est vrai, et puis il y a Douarnenez pas loin, et c'est quelque part là entre que devrait se trouver la ville d'Is, la ville engloutie. C'est une tradition qui vient d'avant le christianisme. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte qu'à un moment précis, mais ça peut-être que les chrétiens et le catholicisme y ajoutaient cette notion de culpabilité, mais qu'à un moment dans cette ville qui était un peu plus bas que l'eau, mais à pied sec, eh bien, la princesse Dahude, qui avait un amant qui était habillé de rouge et qui était donc sans doute le diable, que cette princesse a ouvert les portes à son amant et que l'eau s'est engouffrée, et son père, le roi Gradelon, a voulu l'emmener, sauver sa ville, mais les flots approchaient. Il a pris sa fille en croupe et il s'est mis à galoper, mais elle était trop lourde, ou peut-être qu'après tout le péché la retenait. Toujours est-il qu'il a dû abandonner, faire le sacrifice de sa fille pour se sauver lui-même, et les eaux se sont refermées sur cette ville d'Is, ville engloutie. On peut voir peut-être quelques images qui sont tournées à cet endroit-là, et les silhouettes que vous allez avoir à apparaître là-bas, on est tout près de chez vous. Eh bien, ce sont non pas celles bien sûr de la ville d'Is, ce sont celles de l'île de Saint dont on a parlé tout à l'heure, mais on doit bien comprendre que ça suscite l'imaginaire en se disant, est-ce qu'il y a quelque chose dessous? Est-ce qu'il y a une ville engloutie quelque part? Et si on pose la question de la ville engloutie, qui est une question, je dirais, un peu géographique, on peut aussi se demander, est-ce qu'il y a quelque chose d'englouti en nous et que nous n'aurions jamais vu parce que nous serions nés et devenus conscients après l'éclosion de ça? Et Bernard, c'est bien sûr le sujet d'un de vos bouquins, la vie engloutie, mais je vous propose de voir apparaître simplement ces silhouettes. Regardez, quand vous êtes marin et que vous voyez apparaître ça, vous vous dites, il y a une vie sous la mer. Lapsus intéressant, il dit sous la mort. Oui, lapsus.
Oui, simplement, je vous rappelle le principe de l'émission. Pendant ce temps, des gens téléphonent et cherchent à savoir. Et il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Il y a une première qui vous est posée, à savoir, vous qui êtes un homme de mer aussi d'une certaine manière, lorsque Tabarly disparaît en mer et son corps réapparaît, est-ce que selon vous, c'est un avantage qu'il soit réapparu? Est-ce qu'il aurait mieux valu qu'il se fonde un peu comme cette ville engloutie? Ah non, c'est vraiment, pour la veuve, c'est une grande consolation, dérisoire évidemment, ça ne le remplace pas vivant, mais je crois que Madame Tabarly, Jacqueline Tabarly, l'a ressenti comme vraiment une chance. Elle n'en espérait pas tant, presque, on peut dire. Et puis une question pour vous, la société cherche la sécurité, elle oublie que la mort est une donnée permanente. Oui, mais c'est vrai aussi quand même que, justement parce qu'il y a la mort, une certaine sécurité dans la vie me paraît une inspiration tout à fait compréhensible. Alex, vous vouliez nous parler de la ville engloutie ou la vie engloutie? Alors, on parlait de la vie engloutie, c'est un des bouquins récents de Bernard, mais peut-être, si vous voulez bien, on pourrait passer au suivant. Au suivant, d'un bouquin qui remonte à quelques années, qui s'appelle Le chant de la butte noire. Pourquoi? Parce qu'il a aussi un rapport avec ce qui est englouti. Non pas ce qui est englouti dans la mer, mais ce qui est englouti dans la terre. Notre passé, nos origines qui sont en train d'être bouffées et gaspillées par le béton. Et si vous le voulez bien, avant d'expliquer... Et les acides. Et les acides. Et on va expliquer peut-être quelque chose, mais regardez un instant le personnage qui est là, à côté de nous, Aude. Et puis dites-vous que dans cet extrait du bouquin de Bernard Thomas, elle va sans doute se prénommer Laura. Elle a revêtu la tenue complète d'officiante. Le caleçon long, en coton, une laine bourrue par-dessus la chemise. Sans oublier surtout le piochon de l'armée. Elle tient sa baguette de coudrier, un tube d'acier muni d'une poignée. Il s'ajuste sur l'avant-bras. Cette oreille à métaux, la plus perfectionnée de tous les modèles, est le descendant des détecteurs de mines dont se servaient les Américains sur les plages du débarquement. À l'extrémité, un disque de plastique. À hauteur de la main, un boîtier de commande avec des boutons pour régler l'intensité des émissions. Le soir, certains croient Laura occupée à faire la fête. La plupart lui prêtent une liaison clandestine. En réalité, elle cherche des trésors. Oh, pas celui des rois de France, pas les bijoux de la Dubarry, pas l'or des Templiers, ni la fortune de Jean Santerre. Si elle tombait dessus, bien sûr, elle ne les rejetterait pas dans les labours, mais si ce genre de trésor fait courir les foules, la plupart ont été retrouvés et négociés sans bruit. Les autres grands trésors sont spirituels. Elle fixe les écouteurs sur ses oreilles, fait des essais, grimace, jure un bon coup, tourne les boutons. Elle a l'air d'une martienne. Ces champs qui ont échappé au béton des grandes villes, pailletés d'effigies semées de dragons, de chevaux, de dieux, de chars, de croix, de noms illustres, de messages, ne dureront plus très longtemps. Ils seront à leur tour recouverts par l'uniforme chape de ciment. Là, transpirent quelques gouttes vivantes de l'or du temps. Laura, comme les Esquimaux à travers la banquise, creuse des trous, essaye de pêcher des vestiges. Alors Alex, expliquez-nous. Eh ben, je vais vous expliquer qu'en fait j'allais dire Laura, mais Aude, eh ben, qui vit maintenant en Bretagne, on l'a vu dans des images avec sa fille, votre fille, Yuna, la petite blonde qu'on voyait virevoltante. On a l'impression qu'Aude est bretonne, qu'elle a toujours été là. En fait, c'est une fille des villes et l'héroïne du bouquin de Bernard, c'est en effet Aude qui a longtemps cherché des trésors. On ne peut pas tout dire parce que c'est un peu interdit quand même. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai fait la nuit d'ailleurs. Pendant une certaine période, j'étais toutes les nuits. Ouais. Toutes les nuits, pendant 5-6 heures dans les labours. Dans ce qu'on a évoqué aujourd'hui, là maintenant vous résidez en Bretagne avec Bernard, donc il y a la présence constante de la mer, il y a ces bateaux qui partent, il y a ces bateaux qui reviennent, il y a Bernard qui va sûrement en mer aussi, qui va voir un peu comment ça se passe, aussi, il y a le fils qui plonge. Comment vous la ressentez, vous, la mer? Vous la ressentez
comme menaçante? Vous y êtes habitué? J'ai énormément passé de vacances à Ouessant, donc j'avais déjà cette présence que j'adore. Bon, je m'en méfie énormément. La mer est dangereuse. C'est pas une amie. Mais on vit avec. Il y a les tempêtes l'hiver, on se baigne dedans l'été. Bien sûr. Et l'angoisse des femmes que l'on croise, des femmes de pêcheurs, comme celle qui était à l'île de Saint tout à l'heure, ça vous arrive? Oui. Oui, surtout l'année dernière, parce que notre pauvre voilier commence à donner des signes de faiblesse. Et l'année dernière, j'ai eu très peur quand ils ont mis du temps à rentrer. Oui. Surtout Yann sur sa chaise, donc c'était pas très évident. On était dans un mauvais coup, faut dire. Qu'est-ce qu'on fait quand les heures passent? On attend. Ouais. On attend et bon, si dans le pire des cas, si ça durait vraiment, faudra appeler le CROSS et essayer de se renseigner. Ça, c'est des heures que vous n'avez pas oubliées. Non, ça ne s'oublie pas, ça. Bien sûr. Alex? Oui, écoutez, est-ce qu'on a du nouveau dans les appels, pas particulièrement? Oui, on a différentes choses. Peut-être une question pour M. Andréoli. C'est toujours à propos de la culpabilité, parce que de nombreux téléspectateurs s'interrogent à ce propos. Vous disiez, on le rappelle, dans le cas d'un accident d'avion comme celui que nous vivons aujourd'hui, mais dans le cas d'accidents qui peuvent arriver sans avoir la même proportion, c'est pareil. On se dit, mais si je ne m'étais pas engueulé avec cette personne juste avant, si j'avais su lui parler, si je l'avais emmené à tel endroit au lieu de la contraindre à prendre un train ou un bateau. Et les téléspectateurs demandent si, au fond, à quel moment on se réconcilie avec soi-même lorsqu'on ressent cette culpabilité, de quelle manière? C'est des grandes questions, on ne peut pas y répondre comme ça, mais je crois qu'ils attendent quand même un mot. Oui, bon, je pense que probablement toute culpabilité n'est pas justifiée. C'est-à-dire que nous n'avons pas tué la personne, ni on a tué quelqu'un d'autre qui nous était cher, que cette personne pouvait représenter. Donc je crois qu'on peut finalement se réconcilier avec soi-même et moins souffrir de culpabilité au moment où ces tragédies deviennent des choses de la vie. La question difficile à laquelle je ne saurais répondre, mais sur laquelle qui questionne tout le monde, pourquoi on s'inflige cette culpabilité qui finalement est inutile? Pourquoi on s'inflige, après un accident même banal, cette espèce de rumination? On revient tout le temps sur ce qui n'allait pas. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une leçon qu'on pourrait tirer? Parce que souvent quand il y a un deuil, une disparition extrêmement brutale, ce qui revient, c'est qu'on se dit, mais on aurait dû dire à cette personne qu'on l'aimait, on n'a pas su le faire. Oui, c'est vrai qu'il est mieux lorsqu'on prend congé de quelqu'un de n'avoir pas trop de choses ou trop de nœuds qui n'ont pas été résolus. C'est une expérience commune, je pense, de tous ceux qui ont perdu leurs parents ou un être très cher, que effectivement, parfois on a la chance et parfois on n'a pas la chance de se dire ce qu'il était important de se dire à la dernière minute. Vous pensez ça aussi, Bernard? Bien sûr, mais quel travail aussi irréversible de dire on ne s'est jamais dit je t'aime. Et mon fils me le dit sans arrêt. Il le disait l'autre jour dans le film que d'Alex Descotes a fait. Il n'y a pas de jour où il ne me téléphone pas pour me dire « Papa, je t'aime ». Comme ça, il est tranquille, il prend la route. S'il y avait quelque chose, il me l'aura dit. Mais ça paraît comme ça, je dis ça en riant, mais c'est vrai, ça part de ce sentiment profond de quelqu'un qui a côtoyé la mort, qui a même eu, qui était presque de l'autre côté, qui était même pratiquement de l'autre côté, et qui sait de quoi il parle. Et il a besoin de cette tendresse et de cette affection, d'être bien en règle avec ses affections terrestres. Est-ce que, Aude, le fils de Bernard parle de cela? Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il transmet quelque chose? Ou au contraire, c'est... Maintenant, plus vraiment, c'était sur le coup. C'était au moment de l'accident que ça a été très, comment dire, absolu. Très fort. Oui, très fort, complètement absolu. Maintenant, bon, quand il en parle, c'est plus aux gens qu'il ne connaît pas et il essaye d'expliquer ce qu'il a vécu. Mais pour nous, maintenant, ça forme un tout avec le reste de la vie. Il y a une question d'un téléspectateur. Est-ce que le besoin de témoigner, c'est légitime? Est-ce que je ressens quelque chose de très violent, je viens de perdre quelqu'un, j'ai besoin de le dire et peut-être de le dire trop?
Oui, mais je crois qu'on a besoin de le dire à quelqu'un, parce que finalement, c'est une idée de Rousseau, je crois, d'ailleurs, pas d'un psychiatre, que c'est dans la relation avec les autres, entre les êtres humains, que quelque chose peut changer, n'est-ce pas? Alors c'est seulement par la mise en commun que les choses peuvent changer. Ça me donne une idée par rapport à votre question de tout à l'heure sur la culpabilité. Moi, je pense que les hommes sont meilleurs de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils pensent par rapport à eux-mêmes. La princesse bretonne, finalement, probablement croyait que la ville avait été détruite parce qu'elle voulait recevoir son amour. Mais c'était un hasard, c'est comme la météo, n'est-ce pas? Elle a fait une association fausse entre deux événements. En réalité, il y avait une tempête, point, stop. Mais il y a quelque chose en nous, et c'est ça qu'il faut essayer d'aller voir, qui nous pousse à nous sentir coupables. Mais ça vient de nous-mêmes, ça ne vient pas de... Bernard. Ah oui, j'ai quelque chose à dire sur cette malheureuse princesse sur laquelle Alex Descotes nous a raconté la version officielle. Je l'ai dit, j'ai dit que c'était la version officielle. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette version-là. Je pense qu'en réalité, bon, il y a eu une ville engloutie, mais que cette princesse était une très brave fille. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'événement s'est produit au moment où le christianisme était en train de conquérir l'Armorique et de conquérir d'une manière guerrière, il faut bien dire, en tuant la civilisation précédente, qui était une civilisation druidique, laquelle était monothéiste aussi, mais qui était par ailleurs dépourvue de culpabilité sexuelle. Et la fille du roi Gradelon, cette brave fille d'Aüd qui était belle, avait des amants, voilà. Alors, l'histoire que le diable soit arrivé et soit transformé en un jeune homme aux yeux incandescents et aux pieds fourchus, je n'y crois pas du tout. C'est quelque chose qui a... Non, il y avait un amant, puis la ville a été submergée par un raz de marée. Elle a sûrement existé d'ailleurs, cette ville. Et c'est dommage que tu ne la détectes pas. Il faudrait faire de la plongée sous-marine et d'autres s'y sont essayés avant. Vous continuez à chercher les trésors de cette manière? Oui, beaucoup moins qu'avant, puisque maintenant il y a la petite. Oui. Mais ça m'arrive encore. J'aime pas qu'elle traîne la nuit. Généralement, je fais quand il n'est pas là. Et qu'est-ce que vous trouvez? Oh, là j'ai un objet, mais que je n'ai pas trouvé en Bretagne, que j'avais trouvé avant, qui est... Petite statue, regardez Alex. Attends, je ne sais pas si une caméra peut venir le chercher. Je le pose sur le champ de la butte noire là. Je l'ai amené parce que c'est un objet, un assez bel objet. Mais... Tiens, je te le mets comme ça. Voilà, on peut trouver à peu près de tout. Ça peut aller de la capsule de bière ou de vin abandonné par le paysan dans le champ jusqu'à des statues, des pièces, des bijoux, même des plats en argent. De cette pièce, enfin de l'époque à peu près. Celle-là, c'est une statuette gallo-romaine représentant Junon. D'accord. Ouais. On retourne en mer, Alex? Oui, peut-être pourrait-on tout de même voir la mer sous un aspect un peu moins effrayant, parce que c'est vrai que parfois on a peur, mais le reste du temps on a quand même beaucoup de plaisir. Et j'ai partagé tout récemment avec vous en mer et avec votre autre fils Gaël un petit peu de ce voyage en mer. Alors en même temps qu'on voit les images, j'aimerais quand même que vous me disiez ce que représente pour l'écrivain, qui est quand même un écrivain et un journaliste parisien de retour sur ses terres et sur sa mer bretonne, le fait de partir comme ça en mer. Ça lave le cerveau de toutes les impuretés. Il suffit d'avoir en soi quelques soucis, des tracas, et puis, comment dirais-je, la pollution spirituelle de la vie littéraire. Eh bien, on va hisser la grande voile avec Gaël, et puis c'est terminé. En 3 minutes, il affale. Oui, là on affale. J'ai pas vu l'image. C'est vrai, il est en train d'affaler. Et on se retrouve dans un autre monde. Complètement absorbé par l'élément liquide et puis par on est en contact avec 2 éléments d'un coup, même 3 avec le soleil. On devient pris, absorbé. On se sent remis à sa place entre les étoiles, l'océan. Et naviguer dans le silence en plus d'un voilier, c'est magnifique. Ce jour-là, il faisait un temps de jeune fille, donc c'est pas très significatif, mais là où c'est agréable, c'est quand il y a du grand bretonne, un temps de jeune fille. Oui. Mais quand le temps se gâte, on dit un temps de quoi? Il y a du temps. Il y a du temps. Le breton est très pudique. L'autre jour, il y a quelques semaines, on est rentré absolument trempé d'un coup assez dur. Et il y avait un marin de l'île de Sein qui nous regardait arriver, qui a dit à un copain, oui, ils ont de l'eau. C'était le grand maximum de ce qu'on peut dire. Bien sûr.
Dans cet échange avec la mer, il y a en effet ce plaisir et cette solitude, puis parfois vous partez avec des amis comme Lou Normand, et vous partez pêcher avec eux, relever des casiers, et là c'est encore différent parce que vous êtes au contact des gens pour qui c'est, ou ça a été en tout cas, pour des proches, pour des parents, un métier qui est certes en voie de disparition. On voit quelques images de cette pêche, et puis je vous laisse peut-être nous dire ce que là aussi représente pour vous le fait de vous trouver à bord de ce petit bateau et d'essayer de ramener quelques filets. Oui, là on retrouve les gestes des ancêtres. Ça n'a pas tellement changé de relever un casier ou de relever un filet. On fait ça depuis des générations et des générations. Mais c'est lourd, hein. Pour trouver moins de poissons qu'autrefois. Là, on n'a pas eu grand-chose cet été. Mais au printemps, il y avait beaucoup de... La mer est moins dépeuplée qu'on le dit quand même. La Bretagne n'est pas si polluée que ça. Et là, on retrouve complètement le goût des ancêtres. On ne réfléchit à rien d'autre. On y est, on est présent. On est en train de regarder ce qu'il va y avoir un peu en avant. L'autre jour, il y a eu un congre qui est sorti. C'était pas très grand comme ça. C'est tout à fait impressionnant. Il faut encore plus de gaz qui n'arrive pas. Entre nous, les gens du pays, on n'a pas d'autre chose à se dire que des termes extrêmement simples. Je crois qu'à Paris, ils ne comprendraient pas du tout ce qu'on est en train de faire. Ça fait du bien, quoi. Ah, c'est formidable. Figurez-vous que j'ai pris Lou Normand qu'on voyait à bord avec vous, je l'ai pris à part ensuite, parce que c'est vrai que là, vous, apparemment aux yeux des gens Je vais juste vous interrompre une seconde. Je vous rappelle que c'est donc une émission spéciale compte tenu de l'accident qui s'est produit, la disparition de ce SR 111 au large des côtes, à la côte est du Canada. Et je vous interromps parce qu'on retourne en rédaction du journal télévisé pour avoir un flash d'informations afin de faire le point sur ce drame qui touche l'ensemble du pays. Il faut qu'il soit prêt. Bien écoutez, je crois qu'il faut simplement patienter encore un tout petit peu. Normalement, la liaison entre le téléjournal et Zigzag Café devrait être de bonne qualité. Et ça, je pense qu'évidemment, vous le savez qu'aujourd'hui en rédaction, puis il faut souligner ça quand même parce que ça paraît tellement évident qu'on parle d'un événement, qu'on vous raconte cet événement, qu'on vous montre des images, qu'il y ait des témoignages, des explications, des analyses, et qu'en réalité, c'est toute une série de journalistes et de spécialistes qui travaillent très dur depuis ce matin pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer en la circonstance. Et puis, peut-être finalement, chose encore plus importante, comment vivre cet événement, comment simplement accepter l'inacceptable. On va tenter de retourner en salle de rédaction. Alors, écoutez, je crois que la salle de rédaction, il faudra attendre cet après-midi. On n'a pas encore la liaison. Vous aurez d'autres informations, mais je crois quand même, parce qu'il y a des messages qui continuent à arriver, il y a un message où vous pourriez peut-être apporter une réponse, c'est à la perte d'un être cher, on l'a compris, de quelle manière on pouvait se comporter, que l'on soit un spécialiste ou que l'on soit un proche. Mais il y a le moment où les heures ont passé, les jours ont passé, et on se retrouve très très seul. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? Passer la première urgence, si vous voulez, le premier choc. Mais il faut quand même considérer qu'une réaction de dépression et donc un sentiment de solitude à un deuil important est une réaction normale. Il faut aussi savoir, évidemment, que nous vivons dans une société un peu particulière. En particulier à Genève, le nombre de personnes qui vivent seules est tellement élevé que peut-être le deuil a des effets plus importants à cause de cela. Mais si on se sent vraiment seul, si on a le sentiment que son histoire s'est bloquée, je crois qu'il faut demander de l'aide. Je crois que c'est une occasion, cette émission, pour pouvoir le dire. Et il faut au moins rencontrer quelqu'un, un spécialiste, pour évaluer qu'est-ce qui s'est passé, pour savoir si vraiment ça vaut la peine d'avoir une aide et laquelle. Mais ce sentiment de solitude après un deuil n'est pas normal, à mon avis, parce que justement c'est le signe qu'on est en compagnie du mort, qu'on reste attaché et que notre énergie ne devient pas disponible. Mais quand vous dites que c'est pas normal, c'est pas une des phases du deuil? Oui, c'est pour ça que passer par là pour... Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que souffrir, se sentir seul au monde après un deuil est une expérience ordinaire, normale.
Mais je crois que lorsqu'un certain temps passe, des mois passent, quelques mois passent, et ces sentiments durent, peut-être ça vaut la peine de s'interroger au moins sur ce qui est en train de se produire à l'intérieur de nous et s'adresser à quelqu'un pour faire le point et voir aussi qu'est-ce qu'on pourrait envisager. Est-ce que vous avez le sentiment, là, je sais bien que ma question va dépasser votre domaine de compétences, mais quand même, bon, il y a quelques mois, nous avons parlé de l'affaire de Luxor, où un certain nombre de Suisses ont disparu dans des conditions tragiques. Aujourd'hui, on parle de cet accident d'avion qui fait de très nombreuses victimes. Est-ce que vous avez l'impression que l'on s'occupe suffisamment des gens qui sont victimes de traumatisme ensuite? Est-ce qu'on a vraiment les structures pour ça? Est-ce qu'on se donne la peine de se dire, quelqu'un qui voit un attentat à Paris ou qui n'en réchappe de justesse ou qui voit un proche disparaître dans cet événement, est-ce que vraiment on tient compte de sa douleur? Je crois qu'à Genève, on est quand même dans une situation relativement privilégiée. C'est-à-dire qu'il y a des modes de réponse qui ont été mis en place. Il y a beaucoup de personnes qu'on ne peut pas citer ici, nommément des hommes qui ont beaucoup travaillé au cours des dernières années pour mettre sur pied une structure qui finalement fonctionne et qui est disponible. Par rapport à une aide immédiate, la prise en charge, disons, de la réaction aiguë à une situation traumatique. Puis il y a des effets tardifs de ces situations de catastrophe et cela intéresse un petit nombre de personnes, environ 4 à 5%, pas plus. Et je crois que là il y a un problème. Il y a à Genève en particulier un nombre considérable de spécialistes, psychologues ou psychiatres qui sont des experts bien formés dans ce domaine. Je crois qu'il y a un problème dans l'orientation du public. Je ne sais pas jusqu'à quel point le public, malgré des émissions comme celle-ci, malgré la presse et les médias en parlent beaucoup, sont vraiment conscients que cette aide peut être donnée. Il faut dire aussi que, évidemment, il y a des moyens pour aider, mais c'est un domaine très difficile, parce qu'il est difficile de faire des études. Là, c'est le chercheur qui parle maintenant, dans des situations qui sont imprévisibles par définition. Donc, il y a peu d'études qui peuvent vraiment prouver qu'une approche plutôt qu'une autre est vraiment résolutive. Alors, si on revient au concret, il y a actuellement des psychiatres qui sont à l'aéroport de Genève-Cointrin, qui rencontrent et qui discutent avec les familles. De quoi parlent-ils? Comment agissent-ils en la circonstance? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez à Cointrin? Eh bien, je crois que j'ai d'informer d'abord ces familles de qu'est-ce qui est possible de demander et d'obtenir. Et ensuite, je crois que je les écouterai, je les réunirai autour, dans un milieu si possible, comme quelqu'un l'a souligné, j'ai l'impression, dans le téléjournal, et puis j'essaierai d'écouter ce qu'ils ont à se dire entre eux, j'essaierai de les aider à maintenir un contact avec moi, j'essaierai de les aider à dire leurs sentiments. Mais disons, il est difficile de décrire ce qui peut se produire. Là, c'est peut-être important de pouvoir montrer une fois des images de comment ces rencontres peuvent se faire. Bon, il y a des réactions, puis là, c'est peut-être Bernard Thomas, journaliste, qui pourra répondre à cela, parce qu'il y a des réactions de téléspectateurs. Je rappelle que le fameux flash dont nous parlions tout à l'heure, vous pourrez l'avoir d'ici 10 minutes à peu près. Il y a des réactions de téléspectateurs qui disent « Mais est-ce que c'est bien que les médias parlent autant de cela ?» À votre avis, comment doit-on traiter un événement? Vous êtes confronté aussi à ces réalités-là, naturellement. Comment doit-on traiter un événement? À quel moment on dépasse ce que l'on a à dire? Je n'ai pas l'impression qu'on soit en train de dépasser, là, actuellement, en tout cas, la décence qui s'impose. Entre le trop et le trop peu, je ne sais pas. Je crois qu'on le sent soi-même. Mais quand parce que vous êtes un spécialiste, vous, vous avez une chronique notamment de télévision, et si on s'éloigne de ce que nous vivons juste maintenant, parce que c'est peut-être un peu tôt pour porter une analyse et se dire on traduit l'événement de la bonne ou de la mauvaise façon, ce qui vous fait quand même remarquer au passage qu'il faut prendre des décisions extrêmement vite et que ce ne sont pas toujours de très bonnes décisions, et que parfois elles sont excellentes. Mais lorsque vous observez, vous, à travers votre chronique du Canard enchaîné, vous observez le comportement des médias francophones, nous compris naturellement, lorsqu'un accident se produit, lorsqu'une catastrophe se produit, lorsqu'un événement tragique se déroule, que ce soit les événements du Congo, que ce soit un accident d'avion, est-ce que vous avez l'impression qu'on a un comportement de plus en plus pernicieux? La chose qu'on voit bien, c'est qu'il y a malheureusement une course au spectaculaire qui est épouvantable. Je veux dire que quand on retrouve, puis à présent on retrouve dans les magazines à images,
les photos les plus atroces, les batailles pour savoir qui aura la photo du corps calciné, du corps déchiqueté, de tout ça. Ça, je trouve ça d'une indécence totale. Heureusement, les grands médias font attention à cela maintenant de plus en plus. Enfin, quand on ouvre un journal après ça et qu'on voit ces résidus, on se dit, mais enfin, à quoi ça sert? Est-ce que vraiment ça fait vendre? Est-ce qu'il faut cela pour appâter le spectateur? Là, la mort devient un commerce hideux, on peut bien dire. Mais sinon, je crois qu'il faut faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de l'information précise, et puis essayer de parler avec le professeur de l'entourage, de ce qu'on peut faire en plus. Et votre avis à vous, le rôle des médias lorsque l'on traduit un événement comme celui-là, quel est, à votre avis, le comportement qui serait adéquat? Mais je pense que la couverture qui est faite de ce genre de situation ne paraît pas excède ce qui est. Je suis d'accord avec vous, disons. Même si je peux vous dire ce que j'ai prouvé aujourd'hui, il y a quelque chose dans le fait d'avoir approché la mer et la disparition en mer. Et ces images, j'ai trouvé que c'est une truc de consolation, n'est-ce pas, quelque part? Ces images de ce pays dur quand même, et une certaine souffrance est faite. Évidemment, bon, il y a médias et médias, émissions et émissions. Ça, merci, je crois que vous aurez le mot de la fin d'ailleurs, parce que si d'une certaine manière, et par vos témoignages, un tout petit peu de consolation a pu être apportée, ça fait partie aussi de notre métier. Merci Bernard Thomas, merci Aude. J'espère que nous vous retrouverons demain, comme ça on pourra dialoguer peut-être dans des circonstances un peu moins tendues et dramatiques. Merci d'avoir participé à ce programme. Rendez-vous demain dans Zigzag, et dans un instant, retour à l'événement direct. Cette fois, c'est conférence de presse à l'aéroport Genève-Cointrin, parce que naturellement, la télévision suisse romande, tout au cours de l'après-midi, a modifié ses programmes de telle sorte que vous soyez tenus au courant de ce qui se passe. Merci de votre attention.